merci à Irène de m'avoir invité. Je trouve ça très marrant parce que effectivement, Irène et moi, on communique beaucoup de manière vraiment régulière, mais c'est vrai qu'on se croise jamais. Et je trouve que c'est une chouette manière de montrer que les réseaux sociaux sont en rien de virtuel, mais en fait sont très concrets. Parce qu'en fait, on a déjà échangé beaucoup de choses avec Irène, y compris pour dire qu'on n'était parfois pas du tout d'accord. Mais je trouve que c'est une chouette manière de rentrer en contact avec des gens avec lesquels on ne serait pas rentré en contact. Parce que je n'ai pas l'impression, de prime abord, que j'aurais été nécessairement en contact avec Garance comme ça. Et c'est finalement par les trucs qu'elle a postés que moi je me suis rendu compte que vous faisiez des choses que je trouvais finalement très sympathiques. La moindre n'étant pas d'organiser un colloque autour d'une non-décision. Parce que moi j'aime beaucoup la non-décision parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées à décider et j'ai toujours une certaine méfiance vis-à-vis des gens qui sont trop décidés. Et je trouve que vraiment, et ça c'est pas du tout pour la formule, mais je pense que pouvoir dire qu'on ne se décide pas, c'est beaucoup plus compliqué que de dire, bon, on va choisir ce qui semble a priori soit convenable, soit courant, soit majoritairement admis, etc. Donc voilà. Donc merci de m'avoir invité. Je ne sais pas ce que c'est d'être une victime, donc je vais le dire tout de suite d'entrée de jeu. Il a été question de ça. Je ne sais pas non plus ce que c'est être un auteur. Et je ne viens pas ici pour vous dire ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez réfléchi avec votre point de vue, votre savoir, vos expériences. Mon point de vue sera différent, mais il n'est pas, c'est pas un point de vue de vérité. Voilà. Je veux que ça soit clair dès le début. Je ne sais pas ce que c'est une victime en fait. J'en sais rien. Je sais en tout cas certainement pas ce que c'est d'être une femme et victime. Je vous demanderai juste de me croire sur parole. Je ne sais pas non plus ce que c'est d'être un homme et auteur, en tout cas de violence sur les femmes. On est tous auteurs de quelque chose. On a tous un jour conduit trop vite, traversé un endroit où il fallait pas payer ce qu'il fallait payer, mais bon voilà. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et que je préfère aborder en disant tout de suite quelle est ma position, parce que je crois que c'est vraiment important de dire d'où on parle pour que les gens ne se fassent pas d'illusions. Euh, je, parle, je ne parle pas non plus en ayant un point de vue arrêté sur les choses. Mon point de vue, a priori ici, est un point de vue de sociologue, c'est-à-dire que je suis agnostique en tout. Je ne crois en rien. C'est-à-dire que la justice classique ne me semble pas nécessairement défendable, mais pas davantage que la justice restauratrice dont on m'a demandé de parler. Donc je ne viens pas ici pour vous vendre un truc. J'ai fait ma thèse sur la médiation pénale, mais j'en suis sorti sans y croire plus qu'à autre chose. Et j'aime autant que ça en reste là. Donc vous comprendrez mon respect pour votre indécision. Je crois qu'elle entre en résonance avec ma propre indécision. Qui est sans doute la raison pour laquelle je me suis orienté vers la sociologie, qui est finalement une position assez confortable par rapport à la société, puisqu'on peut dire, finalement, mon boulot, c'est pas de choisir. Voilà. Alors, moi, préparé un super PowerPoint avec des petits graphiques et tout ça, c'était vraiment chouette. Maintenant, si c'est pour ne pas les voir, effectivement, autant être ici dans le parc. Ça s'appelait La justice restauratrice, pourquoi faire? Donc je vais le garder sous les yeux parce que moi c'est une conduite, ça m'aide à ne pas perdre le fil de mes idées. En gros, en fait, je pense qu'il y a trois questions qu'on peut se poser par rapport à la justice. On peut s'en poser plein, hein, mais il y en a trois qui me semblent être vraiment structurantes. C'est pourquoi, comment et dans quel cadre. Pourquoi, pourquoi c'est... pourquoi c'est... ne vous inquiétez pas, j'en ai trois, donc j'ai une certaine habitude. Euh, Pourquoi est-ce que l'État interviendrait dans un conflit? Finalement, il y a plein de conflits dans lesquels l'État n'intervient pas. Quand vous vous engueulez avec votre voisin, sauf si vous le frappez, l'État n'intervient pas. Quand vous êtes malheureux avec votre compagnon ou votre compagne, l'État n'intervient pas, et ainsi de suite. En fait, majoritairement, les problèmes que nous avons, l'État n'y intervient pas. Donc la première question, c'est finalement, on intervient pourquoi? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on intervient? C'est-à-dire, quels sont les principes d'intervention? Entre intervenir en faisant comparaître devant un tribunal ou intervenir en proposant une médiation, il y a quand même plus qu'une marge. Il y a aussi des interventions qui sont d'ordre médical, d'ordre de sécurité sociale, c'est-à-dire en payant, en aidant à accéder à une série de services, etc. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est dans quel cadre? C'est-à-dire, il y a bien un moment, il faut organiser quelque chose. En tout cas, si on veut que ça soit géré par l'État, il faut organiser quelque chose pour intervenir. Comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, par rapport à la justice restauratrice, ce à quoi je vais m'attacher, c'est aux deux premières questions, pourquoi et comment. D'accord? En gros, d'où est-ce qu'on part?
on part de la justice pénale classique, que tout le monde connaît plus ou moins, mais qu'on peut formaliser de cette manière-ci. Pourquoi est-ce qu'on intervient dans la justice pénale classique? Ben pour punir. Ça a l'air bête, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une infraction qui est un fait générateur, c'est-à-dire qu'on ne part pas de n'importe quel comportement, on part d'un comportement qui est prédéterminé comme étant infractionnel. Ça semble évident, mais finalement, ça n'est pas évident. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans les sociétés humaines, on est intervenu dans des conflits sans qu'il existe une loi préétablie. Le principe de la loi préétablie est un principe relativement neuf. C'est-à-dire qu'en fait, ça date de l'articulation entre l'ancien régime et les régimes étatiques modernes. Où là, on se dit, c'est quand même un peu con quand on va trouver un mec et qu'on lui dit, en fait, on t'en avait jamais parlé, mais finalement, ce que tu as fait là, c'est interdit. Donc maintenant, on va te prendre et on va te couper en petits morceaux. Ça a été considéré à une certaine époque comme problématique, et donc on a décidé qu'on allait à l'avance édicter l'ensemble des règles qui interdisaient des choses. Et l'idée, c'était que tout ce qui n'était pas interdit était permis. Ça nous semble, à nous, culturellement une évidence, mais en fait, ça n'en est pas une. Donc l'infraction est un fait générateur, et on pourrait remettre ça en question. Finalement, il y a 1000 cas dans lesquels il n'y a pas d'infraction, mais où ça nous fait à la limite plus chier qu'une infraction. Prenons un exemple. J'ai systématiquement devant mon garage des gens qui se garent sur le trottoir. Ça m'énerve pour deux choses. D'abord parce qu'ils sont sur le trottoir et que je trouve quand même qu'une voiture a priori sur le trottoir, c'est pas sa place. Deuxièmement, c'est que c'est devant mon garage. C'est deux raisons infractionnelles. Mais finalement, ça me dérange moins qu'une grosse engueulade avec ma femme, par exemple. Et donc, on peut se poser des questions par rapport à ça. Nous, en tant qu'individus, est-ce que nous sommes intéressés à ces infractions ou est-ce que nous sommes intéressés à toute une série d'autres choses qui nous pourrissent la vie au quotidien et qui ne relèvent pas d'infractions? Pour juste prendre un exemple et rattacher ça à ce qui vous pose question, toute la thématique du harcèlement est une thématique qui est extrêmement difficile à aborder d'un point de vue juridique parce qu'en fait, ça fait partie de ces choses qui font chier les gens, pour dire les choses comme ça, mais que mettre des mots là-dessus, c'est très compliqué. Notamment parce que c'est plus compliqué que de dire, bon, il y a un trottoir, le trottoir il est délimité par la bordure, si la bagnole est d'un côté ou si elle est de l'autre, ben, c'est une infraction ou c'est pas une infraction. Voilà. Ça c'est simple, le droit est un truc simple, donc ça peut aborder les choses simples. Ici on rentre dans le compliqué. Donc en gros, le droit pénal classique, c'est simplement l'infraction comme fait général. Quel est l'horizon premier de l'intervention? C'est la rétorsion, c'est-à-dire faire mal en retour d'un mal qui a été commis. C'est-à-dire que le premier principe, c'est de dire, tu as fait souffrir des gens, tu as fait quelque chose que tu ne pouvais pas faire, on va te faire souffrir. Alors, il y a des infractions avec victimes, tout ce qui sera agression, vol aussi, etc. Et puis, il y a plein d'agressions sans victime. Un excès de vitesse, ça ne cause pas de victime tant qu'on n'a pas d'accident, mais tout ce qui est lié à la drogue aussi, tout ce qui est lié à toute une série de normes techniques, de normes finalement, qui vise à éviter un comportement qui pourrait à terme poser des problèmes, mais qui n'en pose pas nécessairement toujours. Donc, il y a toute une série de cas dans lesquels les gens sont punis et souffrent, non pas parce qu'ils ont fait souffrir quelqu'un, mais simplement parce qu'ils ont enfreint une règle. Donc, en gros, on a un couple de base qui est le couple infraction-punition. Et puis après, on a plein d'horizons secondaires, c'est-à-dire on a plein d'autres choses qu'on invente en disant il faudrait que la peine resocialise, il faudrait que la peine dissuade les non-délinquants de se dire tiens, finalement, ça serait quand même sympa d'arracher des sacs dans la rue. Ça vise à dissuader l'individu en question de recommencer, du genre j'ai fait ça, je me suis pris une grosse baffe, ben, je ne vais pas recommencer pour éviter de m'en reprendre une, etc. Donc, il y a plein d'objectifs secondaires. Mais l'objectif principal, primaire du droit pénal, c'est bien de faire souffrir. Point. Le civil, là-dedans, le civil, c'est quoi? Le civil, c'est le problème de la victime qui demande une réparation du dommage qu'elle a subi. Prenons un exemple. Vous vous baladez en rue, vous êtes agressé, on vous arrache votre sac. Bon. Vous êtes victime d'un vol avec violence, ce qui veut dire que vous avez subi une série de préjudices. Potentiellement la perte des objets que vous aviez dans votre sac, des problèmes éventuellement médicaux, vous êtes tombé, etc. Et éventuellement aussi des problèmes non médicaux, mais qui seraient liés à votre souffrance, votre frayeur, éventuellement des problèmes que vous auriez ensuite, parce que c'est compliqué après de sortir le soir en se disant « Merde, dans ce quartier-ci, il y a un mois, il m'est arrivé ceci, etc. » Ça, c'est la problématique de l'indemnisation de la victime, et finalement, ça, c'est une annexe en matière pénale.
En gros, on dit à la victime, t'es sympa, c'est bien, merci beaucoup d'avoir été victime parce que ça nous a permis d'attraper un méchant. Mais pour ton problème, on va voir juste après. Et en gros, la victime est là sur le côté, si vous voulez, dans le procès pénal. Et elle dit, et moi, je voudrais bien une indemnisation. En sachant que dans le cadre civil, l'indemnisation, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'on convertit en argent. Quelqu'un est mort, combien ça vaut? Quelqu'un a un handicap, combien ça vaut? Quelqu'un a perdu son portefeuille, combien ça vaut? Etc., etc. Alors ce modèle-là, qui est le modèle qu'on connaît maintenant depuis fort longtemps, au moins depuis le début du 19e siècle, est un modèle qui a été fortement critiqué, on va dire en gros sur 3 points. Sur son inhumanité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement un système qui prend peu en compte l'humain, à la fois l'auteur, j'utilise auteur parce qu'en fait, agresseur, c'est trop limitatif, il y a plein d'auteurs d'infractions qui ne sont pas agresseurs. Prenons un exemple, quelqu'un qui trafique de la drogue est un auteur d'infraction, mais n'a agressé personne. Alors après, pour certains types d'infractions, très certainement, le terme agresseur peut se justifier, mais ici, comme on est à un niveau plus général, je ne peux pas utiliser agresseur. Sinon, je réduis tout de suite le droit pénal aux cas dans lesquels il y a une victime avérée. Quand je roule à 70 en agglomération, je ne suis pas un agresseur. Par contre, je suis un auteur d'infraction. Donc, critique d'inhumanité, c'est-à-dire qu'à la fois la victime, on ne prend pas en compte sa dimension humaine, son vécu, on ne l'écoute pas, on ne lui demande pas son avis, etc. Et l'auteur non plus. On ne dit pas à l'auteur, finalement, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment est-ce que tu pourrais réparer? Qu'est-ce qui pourrait être positif ou négatif dans ta position, etc. Ça, c'est une première critique. La critique, évidemment, elle débouche aussi sur la façon dont on traite les gens. C'est-à-dire que quand on prend un type et qu'on lui dit pendant 10 ans, tu vas rester dans une pièce fermée, c'est relativement peu humanisant. Qu'on considère que c'est bien ou pas, en tout cas, on peut difficilement soutenir l'idée que c'est un traitement hyper humain. Il y a aussi une critique qui est la critique d'inadéquation, c'est-à-dire que finalement, et ça c'est ce qui était évoqué là tout de suite, qui a demandé ça finalement? Est-ce que la victime a demandé que le type aille en prison? C'est pas sûr. Peut-être que oui, hein, mais peut-être que non aussi. Peut-être aussi la victime, elle s'est rendue compte que si le gars il volait en tôle, il a perdu son boulot et que finalement, pour payer la pension alimentaire, ça allait être plus compliqué. Alors qu'elle voulait bien qu'il arrête de la taper, ça oui, il veut bien, elle veut bien, mais qu'il arrête de payer la pension alimentaire et que ça ne soit plus possible de payer le loyer, ça, elle est tout de suite moins d'accord. Donc, il y a une critique d'inadéquation qui est finalement de dire l'objectif qui est poursuivi, ce n'est pas celui de la victime. Et puis, il y a une critique de la contre-productivité qui est de dire c'est bien de prendre les gens et de les punir, mais si après, quand ils sortent, ils sont encore pires, franchement, qu'est-ce qu'on a gagné? Ça aussi, c'est une critique qui est fréquente. Alors, ça, c'est le pourquoi. Pourquoi on intervient pour punir. Maintenant, comment est-ce qu'on intervient? Classiquement, on intervient en disant à un tiers neutre, un juge. Bon, maintenant, c'est toi qui vas régler cette affaire-là. Mais pas un n'importe quel tiers neutre. Ça, c'est important, c'est un tiers autoritaire. C'est-à-dire que c'est un tiers auquel vous remettez votre litige en disant c'est pas moi qui trancherai, c'est pas moi qui dirai ce qu'il faut faire. C'est lui qui va dire ce qu'il faut faire maintenant. Donc, c'est aussi une position très particulière du tiers. Et ce tiers, en fait, se place sous l'autorité de la loi, c'est-à-dire qu'il va invoquer un texte préexistant en disant « La loi me dit que, en cas de vol, c'est de 1 mois à 5 ans, en cas de violence, c'est, et s'il y a une incapacité de travail, alors c'est, et s'il y a un handicap, alors c'est, et etc., etc. » Avec tout le jeu de la loi qui fait que ce tiers extérieur va commencer à appliquer une sorte de tarif assez complexe qui prend en compte toute une série de circonstances aggravantes. Est-ce qu'il y a eu une incapacité de travail? Est-ce qu'il y a un handicap, une perte fonctionnelle définitive? Est-ce que le motif est, par exemple, homophobe, la haine raciale, etc. Et donc on peut imaginer toute une architecture, mais donc on est bien dans un tiers qui ne dit pas qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce qu'on peut s'arranger, mais qui dit que me dit la loi avec laquelle je vais trancher votre litige. Et surtout, l'objectif, là, c'est de trancher. Et trancher au sens littéral du terme. C'est-à-dire que le but, c'est bien de dire aux gens, vous avez un problème, mais vous êtes incapable de le gérer. Et donc, nous, on va le gérer à votre place, et la manière dont on va le gérer, c'est en tranchant. C'est-à-dire en séparant. L'objectif n'est pas d'amener les gens à se rencontrer d'une manière ou d'une autre, hein, à quelque niveau que ce soit, mais bien de dire, vous n'êtes pas capable de vous en sortir, on va faire ça à votre place, et en disant, bon, toi c'est dans ce coin-là, toi c'est dans ce coin-là, vous attendez 10 minutes quand vous aurez bien réfléchi, enfin voilà. Cette façon de procéder est critiquée aussi.
Elle est critiquée parce que on dit qu'elle confisque le litige aux parties, c'est-à-dire que les parties qui avaient un problème, imaginons un couple qui se dispute et dans lequel il y a une violence qui intervient, ce couple, en fait, on aura monsieur à gauche, madame à droite, et finalement, à aucun moment, on leur demandera comment ils veulent régler leur litige. C'est l'État qui va dire, moi je considère que le problème, c'est un problème de violence physique, machin, etc. Dans le cadre de ma thèse, j'ai assisté à des entretiens de médiation et à des choses assez intéressantes, en voyant notamment, donc les cas que j'étudiais étaient des cas de coups et blessures volontaires. Une partie de ces cas étaient des coups et blessures volontaires entre personnes qui ne se connaissaient pas, mais une autre partie entre personnes qui se connaissaient. Et en gros, les deux grandes circonstances, c'est les voisins qui en ont marre de s'engueuler, qui à un moment donné se disent on passerait bien à autre chose et se tapent sur la gueule, et évidemment les couples qui se tapent dessus. Et dans ce cadre-là, en écoutant ce que les gens, la façon dont les gens racontaient leur histoire, et donc je ne sais pas du tout si elle est vraie, c'est pas ça ma question, en écoutant comment ils racontaient leur histoire, on se rend compte que finalement le codage du droit qui dit finalement le seul moment où ça devient intéressant, c'est quand il y en a un qui tape sur la gueule de l'autre, jusque-là ça ne nous intéresse pas. Les parties, c'est pas ça qu'elles vivent. Par exemple, un mari qui était là pour avoir giflé sa femme racontait, que ça soit vrai ou pas, qu'elle l'insultait devant des amis et qu'au moment où il l'avait frappé, elle était en train de balancer ses vêtements dans la rue dans le cadre d'une crise de ménage. C'est possible. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est surtout de voir que la manière dont les gens définissent leur conflit, ça n'est pas en disant que le problème, il survient au moment où la main de monsieur rencontre la joue de madame. Mais qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus large que ça. Sauf que le droit pénal dont on parle ici, il ne s'intéresse qu'au moment où la main de monsieur rencontre la joue de madame. Je dis ça dans ce sens-là parce que faut quand même reconnaître que c'est généralement ce cas-là qui se présente. Et donc, on est là face à une critique qui est la critique de la confiscation du litige et de sa trahison. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont le droit s'empare, ce n'est pas du vrai litige, mais c'est d'une sorte de construction du litige, d'épure du litige qui trahit sa réalité. Une autre critique, c'est la critique de l'éloignement, qui sont ces mecs que personne ne connaît, qui débarquent un jour et qui disent « mais moi je sais comment on va régler votre problème ». C'est quoi ces gens en fait finalement? C'est quoi ce magistrat qui croit qu'il peut régler mon problème de ménage? C'est quoi ce magistrat qui croit qu'il peut régler mon problème de voisinage alors qu'il ne nous a jamais rencontrés, qu'il ne sait rien de nous, etc. C'est quoi ces parlementaires qui édictent des normes là-bas très loin en disant « ah ben voilà, le vrai problème c'est celui-là ». Donc il y a une critique de trahison qui est liée à l'éloignement social et temporel des gens qui interviennent et qui est aussi liée à une dichotomie entre les gens qui règlent le problème et les gens qui vivent le problème. Et alors la dernière critique par rapport à ça, c'est la critique d'inadéquation, c'est-à-dire, en gros, il y a beaucoup de critiques qui disent, mais en fait, ça, c'est pas une résolution de conflit. Aller en procès et puis dire, toi, tu vas payer autant à lui, c'est pas comme ça qu'on règle un conflit. Je veux dire, si vous avez un problème entre des gens qui vous sont proches, vous n'allez pas dire, bon, stop, vous parlez plus, hein, toi, tu vas payer 100 € à toi. A priori, c'est pas comme ça qu'on règle un conflit. Et donc là, il y a une critique qui est de dire, en fait, ce ne sont pas des processus de résolution de conflits. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, la justice restauratrice, par rapport à ça? Elle propose, dans le pourquoi, de réparer, et dans le comment, de privilégier la médiation. Alors, dans le pourquoi, réparer, elle dit, finalement, la question, c'est pas tellement de savoir si on a commis une infraction. Ça, à la limite, on s'en fout. Le type pouvait pas fumer un joint, il a fumé un joint, finalement, on s'en tape, quoi. C'est pas ça la question. Par contre, si quelqu'un a subi un dommage, ça c'est important, ça c'est intéressant. Donc ça c'est le point de départ. C'est l'idée que la justice restauratrice part du dommage comme fait générateur et plus de l'infraction. Alors forcément, si on s'intéresse au dommage, l'issue logique, c'est pas de punir les gens, c'est de réparer. C'est forcément ça. Alors là-dedans, évidemment, on a en gros l'auteur, la victime et le dommage. C'est-à-dire qu'on a bien encore de manière identifiée une personne qui a causé un dommage, on a bien encore de manière identifiée une personne qui a subi un dommage, et puis après, on a cette question de c'est quoi un dommage? Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. Parce qu'en fait, par exemple, la victime, c'est quoi en fait la victime? C'est facile d'identifier une victime individuelle, de dire par exemple,
vous avez arraché le sac de telle vieille dame dans telle rue. Ok, la vieille dame est une victime. Oui, mais le quartier, par exemple. Les gens qui sont là et qui disent « Ah, vous voyez, Madame Michu s'est fait agresser, ah, c'est plus possible de sortir, je ne sortirai plus mon Yorkshire maintenant au-delà de 19 heures, parce que vous comprenez, c'est plus possible, etc. » C'est un cas, ça a l'air idiot, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les gens vivent des angoisses du fait des récits qui circulent, des choses qu'ils apprennent. Et donc, ça va avoir un impact sur eux en termes de restrictions de ce qu'ils vont oser faire, de mesures de défense, de mesures de méfiance vis-à-vis des tiers, etc. Ce qui fait que ça peut être aussi bête que ah, je n'ai pas répondu à ce jeune homme, il voulait peut-être me demander le chemin, mais vous comprenez, aujourd'hui, on n'oserait plus. Ça peut être ça. Ça peut être je n'ose plus aller au théâtre parce que j'ose plus prendre le métro. Ça peut être je ferme à double tour derrière chez moi, on sonne, c'est peut-être une amie qui vient me rendre visite, mais je n'oserais pas aller voir. Voilà. Donc la question de la victime, c'est une question qui est très problématique dans ce cadre-là. Ça peut être une victime individuelle, ça peut être une victime individuelle et ses proches, son mari, ses enfants, son compagnon, sa compagne, etc. Ça peut être aussi toute la rue, ça peut être tout le quartier, ça peut être la société. Et alors là, on ne sait pas où s'arrêter. Ça c'est, je le pointe déjà ici, un premier problème de la justice restauratrice, c'est que, ok, pour faire intervenir la victime directe, c'est assez évident, mais après, on va jusqu'où? L'auteur, c'est plus simple. Ça, a priori, on identifie un mec qui a fait un truc, excusez-moi, je dis un mec, mais dans mon métier... Chez nous, on peut. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est juste que, voilà, 95%, ça reste quand même des mecs. En roulage, sans doute pas, hein, mais ceux dont on parle a priori. Et puis, le dommage, c'est la question de savoir ce qu'on va réparer. Et ça, c'est aussi une question qui est potentiellement infinie. Alors il y a deux optiques. Est-ce qu'on est dans une civilisation du pénal ou dans une pénalisation du civil? On peut voir les choses de deux manières. On peut dire, finalement, cette logique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. C'est de dire, arrêtons de punir les gens, faisons-les réparer, exactement comme on fait dans la justice civile habituelle. C'est-à-dire, on demande des dommages et intérêts, même si ces dommages et intérêts peuvent prendre d'autres formes que de l'argent, pas de souci. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une pénalisation du civil? Est-ce qu'on en vient à dire, mais le pénal va commencer à s'intéresser non seulement aux infractions, mais en fait à toutes les circonstances dans lesquelles on subit un dommage. Or, quand quelqu'un rentre dans votre bagnole, c'est pas sûr qu'on doit nécessairement en faire une question pénale. Donc, ça pose des questions de limites. Ça remet en question, en fait, des limites qui nous semblaient, à nous, en tout cas nous, criminologues, assez évidentes jusqu'à l'émergence de ce mouvement. Donc c'est un champ assez hétéroclite. On reviendra après sur la question de c'est quoi réparer. Il y a la deuxième question qui est comment. Et cette question, en fait, elle a une réponse complexe dans le champ de la justice restauratrice. Donc ici, ce que je vous dis, c'est ce qui ressort des différents courants de pensée et des différentes initiatives en la matière, parce que je pense qu'il est juste. Parce que ça, finalement, on s'en fout. En gros, l'idée de base, c'est de dire on privilégie les processus consensuels. C'est quoi un processus consensuel? A priori, le meilleur exemple, c'est la médiation. En tout cas, quand elle est bien menée. C'est-à-dire un truc dans lequel on dit aux gens, définissez votre dommage, définissez votre conflit, proposez des solutions de sortie. Et puis, discutons. Essayons de manière respectueuse de construire ensemble une sortie de litige. Ça, c'est l'idéal. Tout le monde vous dira, ah oui, ça c'est formidable, si on peut arriver à ça. Ok, là, ça c'est vraiment bien. Maintenant, pour vous donner un exemple, dans le cadre de ma thèse, j'ai assisté à 27 entretiens de médiation et il n'y en a pas un seul qui a abouti. D'accord? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que quand on met ensemble des gens ou quand on dit à des gens vous n'avez pas envie de vous entendre avec votre auteur, ils sautent de joie en se disant « Ah mais oui, évidemment, c'est ça dont j'ai toujours rêvé. » Donc, on n'est pas là. Mais en tout cas, en gros, c'est privilégier ça. Ce qui peut être considéré comme forcément assez positif, en disant s'il y a moyen de s'entendre, c'est sans doute mieux que de faire appel à un tiers autoritaire. Dans le cadre d'une... Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est le comment faire. Alors là, c'est tout le courant de la médiation. La médiation, elle est fondée sur un tiers non autoritaire, c'est-à-dire un tiers qui ne vient pas pour vous dire bon, maintenant, ça suffit, tout le monde se tait ici, c'est moi qui vais dire qui doit punir, qui doit être puni et qui est la victime. On est dans un cadre où, en fait, on est face à un intermédiaire qui va aider les parties au conflit à essayer de trouver une solution, au moins partielle, à leurs problèmes.
Une solution au moins partielle, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sortir en disant « c'est formidable, j'ai vraiment envie de me remarier avec lui ». Ce n'est pas obligatoire, mais on peut sortir en disant « on a apaisé une série de choses et maintenant, pour moi, on a progressé, j'ai moins peur, je suis plus satisfait, je suis en tout cas rassuré sur une série de points, j'ai des repères pour ce qui va se passer à l'avenir, etc. » Déjà ça, je crois que si on arrive à ça, c'est vraiment déjà bien. On n'est pas évidemment dans un tiers autoritaire qui utilise la loi, c'est-à-dire qu'a priori dans le cadre de la médiation, on utilise des normes ad hoc, c'est-à-dire qu'on demande aux parties qu'est-ce qui vous a posé problème dans la relation. Imaginons une situation, une situation de violence de couple assez banale, mais qui en fait est précédée aussi de manière assez banale par de longues années de disputes, etc., qui finit par en arriver à une situation de violence physique. On est bien d'accord pour dire que les autorités publiques, elles n'interviennent pas quand les gens sont malheureux, mais quand les gens se tapent sur la gueule. Mais avant ça, peut-être que les gens vont dire, mais finalement, la paire de gifles là, c'était sans doute pas pour moi le plus grave, mais pour moi le plus grave, c'est le jour où il s'est passé ça, où il a dit que nos enfants quand même ils s'en foutaient, ou que machin, ou qu'il allait me foutre un jour à la porte, etc. Je ne sais pas quoi. À ce moment-là, ce qu'on demande aux gens, c'est de définir ce qui est pour eux le vrai problème. C'est-à-dire que très certainement la violence physique est inadmissible, mais sans doute aussi a-t-elle des soubassements qui pour les parties ont une signification qui est une signification forte. Et c'est prendre au sérieux leur analyse en leur disant finalement comment vous voyez la situation que vous avez vécue. Moi, je peux vous dire qu'en tant que représentant de l'État, je ne suis pas d'accord qu'on se tape sur la gueule, mais il y a sans doute d'autres choses aussi. Et donc, ça, c'est l'idée d'en venir à des normes ad hoc pour décrire les comportements problématiques. Mais évidemment, on va demander aussi aux parties de décrire la manière d'en sortir. Prenons un exemple qui m'a été cité par une assistante de justice donc qui pratique de la médiation pénale. Une dame se fait voler son autoradio et le contenu de sa voiture, on chope le mec, ça arrive de temps en temps, elle se retrouve en médiation face au gars. Et évidemment, l'autoradio s'est envolé depuis longtemps et tout ça, et elle dit mais en fait, je m'en fous de l'autoradio, je voudrais que, en fait, tu me fasses des CD avec la musique que tu écoutes. Parce qu'alors, moi, je les écouterai, et ça m'intéresserait de savoir ce que tu écoutes comme musique. C'est bizarre comme demande. En même temps, c'est venu dans un processus où personne ne lui a dit c'est ça ou rien. Et le procureur du roi qui a dû valider ça a trouvé ça un peu bizarre aussi. En attendant, c'était elle qui avait pensé à ça. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'elle, elle dit, pour moi, dans mon esprit à moi, faire ça, ça compense le dommage que j'ai eu. C'est une norme. Mais c'est la sienne. Je suis sûr que personne au Parlement n'aurait pensé à dire et tous les gens qui auront volé des appareils relatifs à de la musique feront des CD de musique pour... Je ne pense pas que ce soit très réaliste d'imaginer. Mais dans ce cas-là, visiblement, la victime a considéré que dans son univers de pensée et de valeurs, c'était adéquat. Bon, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est donc l'idée de faire confiance aux parties en leur disant, proposez-nous une manière de voir des équivalences, de considérer ce que ça peut être une réparation. Donc là, on entre dans la question de c'est quoi réparer. Dans ce cadre-là, idéalement, réparer, c'est faire ce qui satisfait la victime. Avec, évidemment, tous les problèmes que ça peut poser. Qu'est-ce que c'est une victime qui n'est jamais satisfaite ? Cette question peut être posée aussi, bien entendu. Parce qu'on connaît bien entendu les victimes qui ne sont jamais indemnisées, mais il y a bien entendu aussi les victimes qui ne sont jamais réparées, c'est-à-dire qui jamais, pour 1000 raisons, peut-être extrêmement valables, ne considéreront qu'elles ont trouvé un apaisement. Dans un des cas que j'ai observé, c'était assez intéressant, donc un fait hyper banal. Le type traverse au passage pour piétons avec son chien, et une voiture ne le voit pas arriver, et passe et roule sur son chien. Il se dit que son chien est mort. Et la voiture continue. Il se dit, en plus, le conducteur s'enfuit, quoi. Et le conducteur s'arrête au feu rouge juste après. Il court, il ouvre la porte, il sort la bonne femme qui était au volant, et il la secoue. Et puis, il ne fait rien d'autre, parce qu'en fait, il a juste pété un câble. Voilà, que ce soit admissible ou pas, c'est pas ça la question. Il ne se passe rien de plus. Sauf que la dame est terrifiée, quoi. Mais vraiment terrifiée. Et donc, ça vient en médiation. Le type arrive et le premier reçu est dit « Oh, effectivement, j'ai
j'ai vraiment mal interprété la situation. Et j'ai cru que c'était ça qu'elle faisait et qu'elle essayait de s'enfuir. Et j'ai pété un câble. Et je veux bien la rencontrer, m'excuser. Et franchement, ça ne doit pas aller plus loin parce que je suis d'accord pour dire que ce qui s'est passé n'est pas adéquat. La dame, elle, est tellement terrifiée qu'en recevant après, donc elle a réussi à se calmer, et puis en recevant la convocation, elle n'en dort pas en attendant le jour. Et elle refuse de rencontrer l'auteur, tellement elle a peur que ça réveille en elle tout ce qui s'était passé avant. On est dans un cas où on a envie de lui dire « Hé, rencontre-le, tu as l'auteur idéal. Tu as le gars qui, justement, ne va pas t'agonir d'injures, dire que c'est de ta faute, etc., qui va te faire comprendre que ce que tu as vécu n'est pas une catastrophe thermonucléaire, c'est choquant, mais c'est les choses qui arrivent dans la vie et qu'en fait, tu peux t'en relever et que d'ailleurs, lui n'est pas malveillant à ton égard, etc., et tu ne te feras pas assassiner la prochaine fois que tu prends ta voiture. » Sauf que ça ne marche pas, voilà. Ça en reste là. Cette histoire-là, c'est évidemment l'idée de restituer le conflit aux parties et de voir ce qu'elles veulent en faire. Avec la possibilité que, alors que vu de l'extérieur, on se dit c'est bien barré, on a un auteur qui est vraiment coopératif, bah, ça peut ne pas marcher. Mais donc c'est ça l'idée, c'est l'idée de faire confiance aux parties en voyant ce qui peut en sortir. C'est l'idée évidemment d'empowerment, c'est-à-dire l'idée de renforcer les parties en leur disant mais tu as la possibilité de dire ce qui t'intéresse, tu as la possibilité de demander des choses, etc. Tu sais mieux que nous. Le problème là-dedans, c'est que finalement, le mouvement de la justice restauratrice n'est pas que ce mouvement orienté vers la médiation. C'est aussi un mouvement qui a eu des ambitions plus larges et qui a commencé à se dire finalement, ça serait pas mal qu'on oblige les auteurs, enfin quand je dis le problème, c'est déjà un jugement de valeur, je ne devrais pas, ça serait quand même pas mal qu'on contraigne les auteurs à réparer. Et ça, c'est une des tensions qui traverse le champ de la justice restauratrice. C'est la tension entre un courant puriste qui dit, en fait, la justice restauratrice, ça doit être la visée de la réparation et un processus qui est respectueux de la volonté des parties. Auteur et victime. La victime ne veut pas coopérer, ok. L'auteur ne veut pas coopérer, ok aussi. On force personne. Et un mouvement maximaliste qui dit, non mais attendez, c'est quand même plus positif de réparer que de voler en tôle. Donc si pour cet objectif positif, il faut contraindre un peu les gens, voire beaucoup des gens, c'est quand même mieux. Et donc, c'est plus une idée de la fin qui justifie les moyens, qui dit, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que si c'est pas parfait, on envoie dans ce système affreux qui est le système de la rétribution, le système qui envoie les gens en tôle, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, ça c'est une première tension. Deuxième tension, c'est la tension entre processus et procédure. Je m'explique. Dans la vision d'une médiation, finalement, ce qui est important, c'est le processus. On fait un cheminement. Il n'y a pas de bout auquel arriver, finalement. On discute. Et puis, quand ça ne va plus de discuter, ben on arrête de discuter. Et ce qui s'est passé, c'est toujours ça qui s'est passé de positif. Par exemple, on n'a pas réussi à trouver un accord, mais au moins, j'ai rencontré l'auteur et je me suis rendu compte que ce n'était pas un monstre. Ah, c'est déjà ça de prix. C'est mieux que rien, en fait, finalement. Et à l'inverse, une vision qui est celle de la procédure, qui est l'idée qu'il y a toute une série d'étapes, mais que ça ne vaut que si on arrive à la dernière étape, à l'étape de la réparation. Donc, s'il n'y a pas d'accord écrit entre l'auteur et la victime, alors, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, ça c'est deux visions aussi. C'est aussi une tension qui habite très fortement la justice restauratrice. Il y a aussi la tension entre discussion et réparation, c'est-à-dire, est-ce que le but, c'est de discuter, d'instaurer un dialogue et de renouer des liens, ou est-ce que le but, c'est vraiment de dire, on répare. Si c'est pour ne pas réparer, alors franchement, on n'a rien à foutre, c'est pas la peine d'aller discuter, voilà. Il y a aussi une autre tension entre une réparation pure qui continue à garder la différence entre auteur et victime, en disant, ben, il y a un auteur et une victime, et ça nous permet de savoir dans quel sens doit aller la réparation. Et à l'inverse, un courant plus proche de la médiation qui dit, mais en fait, auteur, victime, tout ça, on s'en fout, en fait. C'est pas ça la question. C'est un conflit. Ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, pouvoir entendre l'auteur qui peut dire, mais moi aussi, je me considère comme victime de certaines choses. Dans le cadre du corpus que moi j'ai étudié, c'était très présent. C'est très intéressant de voir comme les auteurs, évidemment, ont tendance à se positionner comme des victimes et à essayer de jouer pour être reconnus comme co-victimes, voire comme seules victimes. Ça, c'est évidemment, et donc, on est bien d'accord, hein, je vois beaucoup de gens qui hochent de la tête, ce que je comprends très bien, hein. Et donc là, on est bien d'accord pour dire que c'est un point très important. C'est un point très problématique.
Et c'est aussi un point d'achoppement sur lequel beaucoup de victimes décrochent, évidemment, en disant « Eh oh, il faut arrêter de se foutre de ma gueule ici, hein. J'arrive ici et il dit que finalement j'étais une mauvaise mère, une salope, une ceci, une cela, etc. Et que j'étais bourré et que c'est pour ça que je suis tombé sur son point. » Voilà. C'est vraie explication. Oui, non, elle était ivre et elle est tombée sur mon point. Oui, c'est ça. Et donc elle s'est fracassée la pommette. Ça doit être ça. Mais donc, voilà ce vers quoi ouvre. Alors, ce qui est intéressant dans la médiation, c'est qu'elle ouvre sur une possibilité de renégociation des positions. Ce qui peut poser problème, évidemment, c'est qu'à un certain moment, par rapport à certains comportements, on peut se dire, oui, mais ok, dans une dispute entre voisins, est-ce que ça a du sens de se dire qui est l'auteur, qui est la victime, alors que vous vous faites chier depuis 20 ans, quoi. C'est une vraie question. Dans d'autres cas, on se dit, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait la différence entre les cas qui sont adéquats et les cas qui ne le sont pas? Donc voilà, c'est une question. Moi, je suis très franc avec vous, je n'ai aucune réponse. Hein, mais donc voilà, ça c'est un problème. J'avais un cas notamment qui était un cas de co-auteur, co-victime. Le cas hyper classique, la mère ne donne pas le gosse au père qui ne paye pas la pension alimentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on garde des auteurs, des victimes? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et alors, il y a une dernière tension qui est la tension entre victimes individuelles et victimes collectives que j'ai déjà présentée tantôt. Alors, j'avais préparé des jolis graphiques qui ne vont rien donner. Juste, peut-être qu'on va ouvrir tout de suite sur des discussions hein, pour ne pas vous faire chier trop longtemps. Juste peut-être remettre ça dans un contexte. On est dans un contexte où tout ça, on appelle toute une série de bazars, peines alternatives, traitements alternatifs, etc. Mais dans ces peines alternatives, il y a de tout. Il y a éventuellement de la médiation, comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un truc quand même assez différent de la justice classique, mais il y a aussi, par exemple, la transaction pénale, qui est en gros, si tu payes telle somme, on en reste là et ça sera bon comme ça. Il y a les sanctions administratives, notamment les sanctions administratives communales, qui est, si tu payes un tel montant à la commune, on en reste là. Dans le genre alternatif, nouvelle façon de voir les choses, c'est quand même relativement limité, il faut le reconnaître. Hein. Il y a évidemment aussi, comme alternative, le classement sans suite, qui représente quand même entre 60 et 70% du contentieux. En gros, on verra bien, on interviendra quand vous recommencerez. Ce qui est, dans certains cas, est sans doute pas une bête idée. Je veux dire, le gamin qui fait une connerie, est-ce qu'il est nécessaire de lui faire un procès, un casier, tout le bazar? Franchement, je ne suis pas convaincu. Mais dans d'autres cas, on se dit, est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre qu'il recommence pour se dire qu'il y a quelque chose qui pose problème? Donc voilà, j'ai pas de réponse. Je suis désolé, je suis pas là pour les réponses. En gros, par rapport à ce qui est, en tout cas alternatif dans ces façons de penser, il y a deux procédures de médiation. Une procédure qui est la procédure de médiation qu'on appelle en matière pénale, qui est gérée par des ASBL, en français médiante, en néerlandais sugnomé, qui sont des associations qui interviennent à n'importe quel stade. En gros, de la police à la prison, vous pouvez faire appel à eux. Imaginons, l'auteur est déjà incarcéré, mais vous voulez vous entendre avec lui sur la manière d'obtenir une réparation, vous voulez comprendre ce qui s'est passé, vous voulez avoir un contact pour savoir pourquoi vous, par exemple, pourquoi à ce moment-là, pourquoi ça, eh bien, c'est une médiation qui peut déboucher sur une discussion qui n'est pas nécessairement orientée sur une indemnisation ou des choses comme ça, mais parfois simplement sur une compréhension. Voilà. Et on serait étonné, en prison, des auteurs se demandent ce qu'ils ont fait. Parfois, eux-mêmes n'ont pas de réponse, ne savent pas. Et parfois, la question qui leur vient est une question qui les aide à essayer de comprendre, bordel, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Donc voilà. Et à côté de ça, donc, qui est une procédure qui n'a pas d'influence directe sur la procédure judiciaire, il y a une procédure qui se déroule en maison de justice, qui là est décidée par le procureur du roi, c'est-à-dire quand le procès est à l'entrée, donc quand le processus est à l'entrée, c'est-à-dire avant le procès pénal, le procureur peut dire, plutôt que de poursuivre devant un tribunal, ou plutôt que de classer sans suite, il faut le reconnaître, je vais envoyer le dossier en maison de justice pour essayer une médiation pénale. Alors là, si l'auteur et la victime arrivent à s'entendre, il y a une extinction de l'action publique, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de poursuite. Donc ça veut dire que ça met fin aux procédures judiciaires, sans casier judiciaire, etc. Il faut être réaliste aussi. J'avais préparé un super beau graphique très parlant, mais c'est pas grave. En gros, pour l'ensemble de la Belgique, la médiation pénale
aboutis, ça représente 0,4% des dossiers clôturés en 2014. 0,4%. Ça vous donne une idée. Si on enlève de ça les 68% de classement sans suite, y compris classement sans suite technique, hein, donc là il y aurait beaucoup à dire, on se rend compte que dans les dossiers effectivement traités par le système pénal, la médiation pénale traite 3,9% des dossiers. Donc on est très loin d'avoir une sorte de raz-de-marée du genre « demain plus personne n'ira en prison, la médiation est notre avenir ». D'accord ? Peut-être terminer sur quelques questions pour ouvrir le débat. Moi je me pose deux groupes de questions. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une intervention d'État et comment est-ce qu'on peut intervenir ? Qu'est-ce qu'on attend de l'intervention ? Est-ce que notre posture est une posture morale ? C'est-à-dire disant, mais en fait, finalement, il y a des actes qu'on ne peut pas laisser passer, pour des raisons morales, pas pour des raisons pratiques. C'est ce qui guide, par exemple, le maintien en tout cas théoriquement, le maintien de la prohibition des stupéfiants. Alors, on est dans une gestion du passé. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé autrefois et qu'il faut régler aujourd'hui. La question qui se pose à nous, c'est la question du juste. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qu'on doit faire, finalement ? Quelle est la nature ? Par exemple, est-ce qu'il est juste d'enfermer des gens en rétorsion d'un vol ? Voilà, c'est une bonne question. Et quelle est la proportionnalité ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait une proportion entre une valeur volée, les circonstances du vol, je ne sais pas très bien, et un nombre d'années passées derrière les barreaux ? C'est aussi une grande question. Donc ça, c'est la posture plutôt morale. Mais il y a une autre posture qui est la posture utilitaire, qui est de dire, mais si on intervient, c'est pour que ça serve à quelque chose. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Est-ce qu'on cherche à satisfaire la victime, à satisfaire la société, à satisfaire l'ordre social ? Éventuellement, on pourrait d'ailleurs revenir sur la moralité en disant, finalement, ce qu'on cherche à satisfaire, c'est la moralité publique. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. À ce moment-là, la question aussi, c'est comment est-ce qu'on est sûr de maîtriser le rapport entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient ? Si je prends un gars que je lui dis, je vais te punir, je te mets en prison, et que quand il sort, il est pire, d'un point de vue utilitaire, c'est assez moyen. D'un point de vue moral, ça se défend parfaitement. Je ne veux pas savoir ce que ça va avoir comme effet. Il le méritait et il l'a eu. Voilà. C'est le truc du genre, t'as bien mérité ta baffe. Ok, ça n'a rien arrangé, mais tu as bien mérité ta baffe. C'est ça le raisonnement. C'est un bête raisonnement, mais qui continue d'être à la base même des problèmes que nous avons avec la question pénale. Et alors, comment intervenir ? Ça nous emmène dans des grandes discussions infinies. C'est quoi un conflit ? C'est quoi un être humain ? C'est-à-dire, ok, les gens s'engueulent, se disputent, se tapent, se volent, se tuent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est leur nature et qui fait que nous devrions intervenir dans un sens ou dans un autre ? Voilà. Ça ouvre des questions philosophiques très importantes. C'est quoi un tiers ? C'est-à-dire, c'est quoi quelqu'un à qui on demanderait d'intervenir dans un dossier ? C'est un magistrat professionnel qui a fait le droit mais rien d'autre, qui connaît rien de la vie finalement, à part qu'il est un magistrat qui sort des études de droit. J'ai fait le droit, je peux vous dire que franchement, quand on en sort, on est assez loin de pouvoir juger les gens. Je me considère toujours aujourd'hui comme assez loin de pouvoir juger les gens, je vous rassure. Et alors, une dernière question, c'est qui détient le pouvoir ? C'est-à-dire, finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on fout, quoi ? Si on a un conflit, à qui est-ce qu'on donne le pouvoir de le régler ? Est-ce que c'est l'État qui doit s'emparer de ça ? Parce que c'est... Enfin, voilà. Voilà.